Bonjour à tous pour ce webinaire consacré à Agriboussole. Je suis Paul Lu, je suis le secrétaire exécutif de l'initiative 4 pour 1000 et je suis ravi de vous accueillir dans ce webinaire que nous co-organisons avec Earthworm sur cet outil. En fait, ce que nous avions l'intention de faire à travers ce webinaire, c'est d'attirer l'attention sur un outil en particulier, mais de rappeler aussi la nécessité pour l'ensemble de l'écosystème agricole, dans sa vastitude, si j'ose dire, pour utiliser un mauvais mot, euh, la complexité de la façon dont chaque acteur doit percevoir et doit pouvoir avoir un retour de ce qui se passe sur le terrain. Et donc, pour cela, nous vous proposons de faire un webinaire qui va se diriger en gros en quatre grands temps. On va d'abord avoir une introduction par Claire Chenu, qui est directrice de recherche à l'INRAE, sur l'importance des sols dans une transition globale et que certains appellent agroécologique ou, disons, au moins se retourner vers l'environnement par rapport à des décennies où on a un peu tourné le dos à l'environnement pour s'occuper plus du productivisme. Puis j'essaierai globalement de replacer tout ça dans cette évolution nécessaire et le fait de voir aussi comment chacun des acteurs doit pouvoir avoir un reflet, une image de ce qui se passe et donc avoir des outils à sa disposition qui vont lui permettre de se faire un jugement et de suivre la réalité du terrain. Puis on aura, c'est un peu le cœur en quelque sorte de notre webinaire aujourd'hui, on aura une présentation de l'outil Agriboussole et des indicateurs qui sont retenus dans cet outil avec Antoine Brasset qui est responsable du pôle R&D de Earthworm. Et puis, on finira ce webinaire par un retour d'expérience sur l'utilisation de cet outil, puisqu'il existe déjà, par Damien Ferrand, qui est directeur de région et de la transition agricole chez Oxiane, qui nous fera donc ce retour d'expérience. Voilà, et puis on aura bien sûr un temps consacré aux questions et aux réponses envers les participants qui nous écoutent et que je salue bien volontiers. Donc, sans perdre trop de temps, puisqu'on a un temps délimité pour notre webinaire, on va essayer de ne pas trop déborder. Et je vais céder la parole à Claire Chenu pour donc nous rappeler l'importance des sols dans une transition globale. Claire, la parole est à toi. Merci Paul. Donc bonjour, et donc effectivement comme Paul l'a introduit, je travaille à INRAE et je suis un des membres du comité scientifique et technique international de l'initiative 4 pour 1000. Alors je suis convaincue de la nécessité d'une transition vers l'agroécologie, d'une évolution de nos activités agricoles, de nos modes de vie aussi. Mais je vais pas, c'est pas de ça que je vais parler. Je voudrais vous parler de sols et en fait vous inviter à considérer les sols comme un élément et même un levier de la transition de nos activités agricoles, mais aussi de nos activités de manière générale de gestion des espaces qui nous entourent. Je pense à l'aménagement en particulier. Alors, pourquoi les sols? Diapositive suivante. Parce que les sols réalisent de multiples fonctions. C'est dans les sols que s'ancrent les racines des plantes, qu'ils trouvent les organismes auxiliaires, l'eau, les éléments nutritifs dont ils ont besoin. Donc, le sol est support de la production végétale. C'est de la surface des sols qu'arrivent les précipitations, qu'elles sont ruisselées, stockées, infiltrées, stockées, drainées. Donc, le sol joue un rôle dans la régulation et l'épuration de l'eau. Les organismes vivants du sol biodégradent tout ce qui est organique et qui arrive et donc contribuent au recyclage des nutriments. Ce faisant, de la matière organique est formée et les sols jouent un rôle majeur dans le stockage de carbone à l'échelle locale mais aussi planétaire, et plus de la moitié des espèces décrites de notre planète vivent dans les sols. Donc une formidable biodiversité qui y réside. Au cœur de tout ça, il y a avec un... Non, non, toujours la même diapo, pardon, trop vite. Il y a au cœur de tout ça, et en interaction, il y a les matières organiques des sols et les activités biologiques. Vous voyez, je les ai représentées vraiment interagissant. Et la réalisation de ces fonctions fait que les sols nous fournissent des services
écosystémique, approvisionnement en aliments, bois, fibres, régulation du climat, régulation de l'eau. Voilà, donc un rôle essentiel. Et la diapositive suivante, qui fait que les sols se trouvent à la croisée d'enjeux globaux, sécurité alimentaire, durabilité énergétique, santé, préservation de la biodiversité, changement climatique, sécurité des ressources en eau. Donc, animation, les sols se retrouvent au milieu de ces enjeux globaux, mais aussi locaux. Hein. Que faire d'une parcelle donnée? Faut-il l'attribuer à de l'urbanisation? Faut-il la gérer de manière durable afin d'assurer la qualité du captage de l'eau et donc la qualité de l'eau qui a été captée? Voilà, beaucoup d'arbitrages à des échelles locales sont finalement mettre en regard les différents services que rendent les sols et donc les différentes fonctions que rendent les sols. Multifonctionnel, essentiel. La situation aujourd'hui, c'est que les sols sont dégradés. Alors, ce que vous avez à gauche de cette diapositive, non, à gauche, c'est l'état de dégradation des sols tel que analysé aujourd'hui par le Centre de recherche de la Commission européenne avec une batterie d'indicateurs. Plus c'est rouge, plus ça va mal. Vous voyez, alors c'est tassement, c'est érosion, c'est contamination, salinisation, perte de matière organique, voilà, multiplicité, diverses menaces. Et globalement, la Commission européenne considère aujourd'hui, ça va être affiné, mais considère aujourd'hui que 62% des sols de l'Union européenne sont dégradés. Donc un constat qui est vraiment pessimiste. Cependant, animation, on peut préserver la santé des sols. On peut restaurer la santé des sols. Et là, je me suis demandé comment j'allais faire, puis je me suis dit, bah, allez, je prends un exemple. Et voilà un exemple. Vous avez ici un diagramme en radar qui vous montre la performance entre 0 et 1 de sol sur différents critères. Hein, vous voyez, fertilité, biodiversité, activité biologique, propriété physique, quantité et qualité de la production céréalière, état sanitaire, en fait, la teneur en métaux totaux et en métaux biodisponibles. Et vous avez en noir, avec un trait noir, les résultats obtenus avec différents indicateurs pour le sol de grandes cultures témoins et avec différentes couleurs, la performance des sols après des apports répétés de fumier ou de différents composts. Donc, dire on peut, mon propos là, vous voyez, c'est meilleur sur un certain nombre de critères, pas tous, on peut faire mieux. Et en fait, vraiment, ce que je veux dire, c'est qu'on sait faire mieux. On sait faire mieux. On connaît un certain nombre de pratiques qui permettent une gestion durable des sols, c'est-à-dire qu'une gestion qui va préserver les fonctions et les services fournis par les sols. Et il n'y a pas une seule manière de faire. Là, c'est un exemple, apport de produits résiduaires organiques, fertilisation organique, mais il y a bien d'autres, il y a tout un panel de pratiques, d'où la nécessité, certes, de surveiller les sols, et de mettre en place des indicateurs pour surveiller les sols, mais aussi de se doter d'indicateurs pour décrire les pratiques et l'assemblage de pratiques et les résultats en termes de pratiques. Diapositive suivante. Et mon propos aussi, c'est gestion durable des sols, mise en place d'un certain nombre de pratiques et de systèmes permettant une gestion durable des sols. Il y a là des synergies et des synergies qu'il faut soutenir parce que, par exemple, préserver, augmenter la teneur en matière organique des sols, donc ça a des effets positifs sur la fourniture de nutriments, hein, comme c'est représenté ici, sur les activités biologiques, mais aussi sur différentes propriétés des sols et du coup, différentes fonctions des sols. C'est l'animation suivante. Donc, voilà. Donc, des résultats, finalement, on peut ainsi contribuer à différents enjeux auxquels on fait face dans la gestion de nos écosystèmes, dans la gestion des agroécosystèmes. Et avec, en plus, là j'ai mis un exemple, alors c'est loin, c'est en Chine, mais c'est un contexte pédoclimatique à peu près équivalent au celui de la moitié nord de la France. Vous avez plein de résultats qui montrent l'évolution des rendements sous blé en fonction des quantités de carbone organique dans le sol, le stock de carbone, vous voyez, ça augmente et puis ça plafonne. Et puis, en fait, ce qui m'intéresse, c'est ce qui est à droite, c'est l'évolution de la variabilité interannuelle des stocks. Vous voyez qu'elle diminue quand les stocks de carbone organique diminuent. Qu'est-ce qu'il y a derrière la variabilité interannuelle des stocks? C'est pas mal la réaction au climat, la réaction aux événements météo. Et voilà, les sols contribuent. Augmenter la teneur en matière organique des sols, c'est une voie pour améliorer l'adaptation des agroécosystèmes au changement climatique.
Diapositive suivante, donc je vais conclure. Donc les sols rendent des services multiples, sont menacés et dégradés, et il faut et on peut mettre en place une gestion durable des sols. Et là encore, ça passe par euh, on en connaît assez pour mettre en place. Je veux dire, les pratiques de gestion durable, on en connaît un certain nombre, ce qui ne veut pas dire qu'il y a beaucoup de choses encore à développer. Et je pense que du fait que les sols sont en cette position d'interface et contribuent à des enjeux multiples, fait que ce sont vraiment un levier pour une transition globale. Et puis, bah, c'est l'outil de travail des agriculteurs. Voilà, c'était une introduction et sur ce, bah, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Claire. Merci pour ce tour d'horizon qui remet bien, si j'ose dire, l'église au milieu du village, le sol au milieu de l'ensemble de l'activité humaine et notamment de l'activité agricole. Donc maintenant, je vais essayer, dans un temps qui est à peu près le même que celui que Claire a utilisé, de revenir un peu sur, finalement, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces sols, qu'est-ce qui se passe et comment on peut répondre aux différentes attentes des différents acteurs. Donc, diapo suivante. On passe ça, on n'en a pas besoin. Voilà. Donc, par rapport à tout ce qu'a dit Claire, il y a quelque chose qui est assez clair, et j'aime bien utiliser ce schéma, c'est que, en fait, quand on installe une activité agricole, notamment sur un sol qui était au préalable à l'équilibre, au climat, disons, pendant des centaines d'années, voire des millénaires, on s'aperçoit qu'on va provoquer une baisse de quantité de carbone. Je parle surtout d'agriculture conventionnelle. Hein. On va avoir une baisse de ce carbone organique du sol, de cette matière organique qui va conduire à son érosion du sol et à la disparition éventuelle si on y prête garde. Dans le meilleur des cas, on arrive à un nouvel équilibre, mais ce qui est proposé finalement à travers ce changement de pratique agricole, c'est de faire en sorte de retourner dans la zone rose de mon schéma, voire la zone verte, c'est-à-dire revenir vers ce que les scientifiques peuvent appeler la saturation du sol. Est-ce qu'on parle vraiment de saturation? Est-ce qu'on peut dépasser ce montant ou pas? Enfin, bon, bref, toujours est-il que l'idée, c'est de revenir le plus près possible de la situation qu'on a connue quand on a commencé à utiliser ce sol pour des activités agricoles, et donc faire en sorte que, à travers cette matière organique du sol et à travers donc le stockage du carbone qu'elle représente, on va pouvoir retrouver des meilleures santé et une meilleure service que ce sol rendra à l'environnement et aux activités humaines. Diapo suivante. Ce qui est intéressant, c'est que globalement, en appui à ce qu'a dit Claire juste avant moi, on sait ce qu'il faut faire. Enfin, on a des pratiques dont on sait qu'elles vont aider à améliorer cette quantité de matière organique dans les sols, ou globalement ce carbone dans les sols. Je pense surtout au biochar, on ne peut pas vraiment parler de carbone organique, enfin, du moins il est passé un peu inorganique. Et donc l'idée, c'est de faire en sorte que on a des recettes, il faut les appliquer. Diapo suivante. Et l'idée de les appliquer, euh, oui, voilà, appuyant sur le bouton jusqu'au bout pour ne pas perdre de temps. L'idée de ce schéma, c'est juste de montrer qu'il faut s'inscrire dans une double évolution vertueuse. Une première de diminution des engrais minéraux et des produits phytosanitaires. Ça, c'est un appel global de la société. Et on reconnaît qu'il faut qu'on s'inscrive dans cette évolution. Et l'autre, c'est améliorer la quantité de carbone organique du sol et améliorer la biodiversité globale dans les sols et au-dessus du sol. Et force est de constater que l'agriculture conventionnelle se situe dans la partie gauche basse de mon schéma, alors qu'il faudrait qu'on se déplace un peu plus vers la partie droite et un peu plus en haut de ce schéma. Cette évolution, moi, je la traduis dans une évolution vers l'agroécologie. Et la bonne nouvelle que j'aime bien indiquer, c'est que finalement, cette agroécologie, si on la définit comme un continuum d'agriculture qui existe déjà et qui vont dans la bonne direction, eh bien, on n'a pas une solution unique. On a des solutions à mettre en œuvre, et ça dépend des agriculteurs, ça dépend de leur situation agro-pédoclimatique, ça dépend de leur situation socio-économique, et donc il faut s'inscrire dans cette évolution. Je n'ai pas dit qu'il fallait passer à toutes les étapes et on peut s'arrêter en route. L'idéal, c'est de bouger de la case en bas à gauche pour monter le plus haut possible vers la droite. Diapo suivante. Bon, pour ceux que ça intéresse, c'est une illustration de ce qui se trouve derrière chacun des termes que j'utilise dans le schéma précédent. Donc, on partagera les présentations avec les participants et vous pourrez avoir plus de détails sur cette information-là. J'y reviendrai à la fin. Diapo suivante. Donc,
on s'inscrit dans un mouvement, dans une évolution. Et il est important de comprendre que cette évolution, elle va se faire à travers différentes étapes. Une sensibilisation d'abord des agriculteurs, de l'ensemble finalement de la société, des consommateurs, des transformateurs, des entreprises, des décideurs, bien sûr. Identifier les bonnes pratiques. J'ai cité les grandes familles, mais derrière ces grandes familles, il y a des bonnes pratiques beaucoup plus détaillées et à mettre en œuvre sur le terrain. Il faudra transférer ces connaissances. Qui a ces connaissances? Qui va permettre d'adapter ces connaissances aux conditions du terrain? Il va falloir accompagner cette transition, puisqu'on va faire sortir les agriculteurs de leur zone de confort dans laquelle ils étaient installés depuis longtemps, même si c'est une zone de confort inconfortable, si je peux me permettre un jeu de mots, parce que la plupart d'entre eux ont des difficultés à vivre. Donc, changer les habitudes, on sait que ce n'est pas facile. Il va falloir encadrer réglementairement, législativement, cette évolution, lui permettre d'être appuyé par un certain nombre d'acteurs. Et puis, c'est ce que j'ai entouré en rouge, à un moment donné, il va falloir mesurer ce qu'on fait. Il va falloir suivre cette évolution, reporter, vérifier ces points. Et ça, c'est un des points les plus importants. C'est pour ça qu'on a besoin d'outils qui permettront aussi de suivre les financements qu'on va pouvoir mettre en œuvre pour aider. Ça peut être des financements du type public sur des subventions ou privés à travers le marché du carbone, par exemple. Il va falloir aussi aider à l'adaptation de règles de comptabilité et puis des systèmes de gouvernance inclusifs qui associent les agriculteurs à tous ces changements et qui écoutent ce qu'ils ont à dire parce que c'est aussi extrêmement important de le faire. Donc voilà, j'ai voulu montrer à travers ces étapes que on avait besoin à différentes étapes finalement d'outils de suivi et c'est un peu la question de notre séminaire aujourd'hui. Diapo suivante. On parle beaucoup de MRV, Monitoring, Reporting and Verification en mauvais français. Et en fait, voilà, on a décrit à travers cette diapositive qui est extrait du projet Orcasa, un petit peu ce qu'on y met derrière. Hein. Bon, je suis désolé, c'est en anglais, mais on comprend ce qu'il y a dans les différentes phases. Et le monitoring est quelque chose d'extrêmement important qui repose sur des mesures, sur des modélisations, sur de la mesure avec des satellites ou des mesures sur le terrain, disons de l'intelligence artificielle aussi, beaucoup de choses qui font que on va pouvoir avoir une image un peu plus précise de ce qui se passe réellement sur le terrain. Diapositive suivante. Donc pour résumer un petit peu tout ça, on a énormément d'acteurs qui sont autour de ces questions, que ce soit des décideurs politiques, des groupements d'agriculteurs ou des agriculteurs, des institutions scientifiques, des ONG, des représentations de représentants de la société civile, dans lesquels on a aussi les consommateurs, des entreprises, des coopératives qui vont transformer, vendre ces produits, et puis des financeurs, des bailleurs de fonds, les banques, qui vont accompagner l'ensemble de ces changements. Et donc, autant d'acteurs finalement que de besoins à travers l'accompagnement technique d'un agriculteur, la mesure de l'impact environnemental d'une mesure ou d'une politique, l'évaluation de la performance agronomique d'une ou de plusieurs pratiques, le suivi de l'accompagnement économique de la transition, la mesure de l'évolution de la chaîne de valeur d'une entreprise, extrêmement important, puisqu'aujourd'hui on demande aux entreprises de faire du reporting sur ce sujet-là, fournir des éléments d'appréciation aussi à la société civile et aux consommateurs pour évaluer la pertinence et l'impact du produit qu'on va acheter et qu'on consomme, et puis faire un rapport aux financeurs de l'impact de son investissement ou de son aide quand il s'agit des pouvoirs publics. Donc en fait, on a finalement la nécessité de disposer d'outils qui permettent de traiter l'ensemble de ces points. Et diapositive suivante pour compléter. En fait, voilà, on s'aperçoit, bon, ça c'est un des exemples, mais évidemment, c'est pas ça qui nous intéresse aujourd'hui. Mais l'idée, c'est quand même de faire en sorte que tout ceci étant finalement en interaction, comme l'a rappelé Claire, il faut qu'on puisse chacun y trouver notre compte dans tous les acteurs de la société, parce que et j'aime bien répéter cette phrase, ce que nous mesurons mieux, nous le gérons mieux et nous pouvons le suivre plus facilement. Voilà, voilà pour mon propos. Je pense que c'est la dernière diapositive parce qu'on a dû basculer les autres à la fin. Si on peut passer à la suivante. Et donc, je vais donc passer la parole, maintenant qu'on a un peu campé le tableau, si j'ose dire, entre Claire et moi, à Antoine Brassé, qui va donc nous présenter cet outil à Agriboussole et les indicateurs qui ont été retenus dans cet outil par l'équipe qui l'a développé. Antoine, tu as la parole. Merci Paul et bonjour à tous. Merci à tous d'être présents aujourd'hui.
Donc, pour commencer, je vais peut-être représenter très rapidement qui est Earthswarm, parce que peut-être que, et même sûrement, tout le monde ne nous connaît pas, avant de basculer sur le vif du sujet, Agriboussole, qui est le sujet du webinaire aujourd'hui. Donc, Earthswarm, on est une fondation à but non lucratif, on fête nos 25 ans aujourd'hui. On est présent sur les 5 continents. On travaille à peu près avec une centaine d'entreprises et de partenaires dans le monde. Notre raison d'être, quelque part, ça va être de travailler sur la régénération des forêts, des sols et des hommes. On a à la fois une compétence sur les sujets environnementaux et les sujets sociétaux. Et une de nos particularités, c'est qu'on est très présent sur le terrain à accompagner les projets. Environ 80% des personnes chez Earthswarm sont auprès des projets avec les acteurs pour les accompagner sur le terrain. On travaille sur un certain nombre de matières premières. Historiquement, on a beaucoup travaillé sur le bois. On continue de travailler aussi beaucoup sur l'huile de palme, le soja, etc. Mais aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, ça va être les matières premières agricoles. Euh, En France, on a commencé en 2018 un projet qui s'appelle Sol Vivant, euh, dont on va dire est né cet outil Agriboussole et notamment qui va servir ce projet. En quelques mots, très rapidement, pour vous expliquer qu'est-ce que Sol Vivant. Sol Vivant, c'est un programme qui va accompagner des transitions agroécologiques, des transitions vers l'agriculture régénérative. Euh, Au sein de Sol Vivant, finalement, on va collaborer et on va être amené à accompagner les acteurs de la chaîne de valeur, en partant des agriculteurs, des coopératives et des négoces, des transformateurs et des entreprises. L'objectif, ça va être de pouvoir accompagner l'ensemble de ces acteurs vers une plus grande durabilité de ces chaînes d'approvisionnement. Bien souvent, quand on fonctionne sous ce schéma un petit peu filière classique, on fonctionne matière première après matière première. Notre deuxième objectif, c'est d'avoir une vision systémique de la transition en ne travaillant pas uniquement sur une culture, mais en travaillant bien sur l'ensemble des cultures qui vont composer la rotation des agriculteurs. Et ensuite, l'objectif, c'est pas de travailler agriculteur par agriculteur, mais c'est aussi d'avoir cette approche de territoire, une approche territoriale avec l'ensemble des acteurs qui composent un territoire pour pouvoir faire basculer finalement les territoires dans des dynamiques de transition. Pour mener à bien ces missions, on va avoir trois grands types d'activités. La première, ça va être finalement l'animation de partenariats avec les différents acteurs avec lesquels on est amené à travailler. La deuxième, ça va être la création d'outils pour aider à piloter, mesurer la transition, pour savoir d'où on part, où est-ce qu'on veut arriver. Donc c'est notamment l'objet de la présentation avec Agriboussole qui fait partie de cet axe de travail-là. Et le troisième, c'est justement de diffuser de la connaissance autour de cette question de la transition vers l'agriculture régénératrice. Donc on est aussi en plein dedans avec ce webinaire aujourd'hui. Comme ça l'a été très bien rappelé par Claire en introduction, puis par Paul, sur Sol Vivant, et notre nom donne un petit indice, on fait des sols la porte d'entrée dans la transition vers l'agroécologie ou vers l'agriculture régénératrice. Ça a beaucoup d'intérêt d'un point de vue déjà embarquement des agriculteurs. Ça va aussi avoir un grand nombre d'intérêts parce qu'on va déjà couvrir et adresser un certain nombre d'enjeux liés au sol. Donc travailler par les sols en porte d'entrée, c'est peut-être la meilleure porte d'entrée pour une transition systémique qui s'offre à nous. Mais on s'aperçoit aussi que les sols, bien que nous permettant d'adresser un grand nombre d'enjeux, ne sont pas 100% suffisants pour adresser l'ensemble des enjeux qui font face finalement, que ce soit des enjeux liés à la biodiversité, à la gestion de l'eau, des cycles biogéochimiques ou du changement climatique. Donc le sol est une porte d'entrée, mais il faut aussi pouvoir être en mesure quelque part d'adresser l'ensemble des autres enjeux. Donc dans l'outil Agriboussole que je vais vous présenter par la suite, on a tenu finalement à élargir au-delà des sols et de la régénération des sols les enjeux qu'on souhaite adresser grâce à l'outil. Euh, Tout d'abord, il y a forcément la question de la dégradation des sols qu'on va être amené à traiter, mais on va aussi s'intéresser aux questions liées au changement climatique, aux questions liées à la perte de biodiversité, à la question aussi de la préservation de la ressource en eau, aussi bien d'un point de vue qualitatif que quantitatif, et aussi aux questions qui vont être plus liées à la question du cycle de l'azote, de la gestion du cycle de l'azote, que ce soit d'un point de vue autonomie des exploitations et perte dans l'environnement. Lorsqu'on s'est posé la question et qu'on a réfléchi finalement sur la création de l'outil,
On s'est aussi posé les questions de quels sont les besoins, et finalement c'est ce que Paul vient de nous présenter juste avant, mais quels sont les besoins auxquels on doit répondre quand on crée un outil de la sorte qui vise à accompagner des projets de transition agroécologique. On les a synthétisés en quatre grands objectifs. On va retrouver un besoin de mesurer sur le terrain avec les agriculteurs qu'est-ce qui se passe en termes d'activation des leviers, mesurer aussi l'impact environnemental de cette transition. On a aussi un besoin de valoriser économiquement la transition qui est effectuée sur le terrain. Hein, il y a un besoin d'accompagnement technique notamment auprès des agriculteurs. Et ensuite, on a un besoin de communication. Comment est-ce qu'on est en mesure de parler de la transition et de communiquer autour des actions qui sont menées sur cette transition? On s'est aussi aperçu que les besoins vont différer selon les acteurs. Les attentes d'un agriculteur vont pas être les mêmes que forcément les attentes d'un organisme stockeur, d'une coopérative négoce ou que d'une entreprise. Quand on travaille avec les agriculteurs, on se rend compte qu'ils attendent finalement des indicateurs qui vont traiter de performance agronomique. Qu'est-ce qui se passe sur mon exploitation? Comment performe mon exploitation? Et ils ont aussi besoin d'avoir des indicateurs de pilotage qui va leur permettre de prendre des décisions pour orienter les pratiques qu'ils vont pouvoir déployer sur leur exploitation. Au niveau des organismes stockeurs, donc coopératives et négoces, on a un besoin d'avoir des indicateurs qui objectivent la transition chez les agriculteurs. On a un besoin d'avoir une lisibilité dans les démarches et dans les outils pour que les outils puissent être pris en main par les équipes et puis puissent être ensuite amenés auprès des agriculteurs. Et on a aussi un besoin d'avoir des outils qui permettent de supporter l'accompagnement qui va être dispensé par les coopératives aux agriculteurs. Et enfin, quand on arrive au niveau des entreprises, on va avoir un besoin de pouvoir communiquer autour de l'impact environnemental de cette transition, donc de se doter de tableaux de bord d'impact. On va aussi devoir s'aligner avec des standards internationaux auxquels les entreprises sont confrontées, comme SBTi pour la partie carbone, SBTN pour la partie biodiversité. Et ces outils, ils ont besoin d'avoir une validation scientifique pour être sûr de l'information qu'on va leur porter et pour se prémunir finalement de tout greenwashing derrière ces sujets de transition. Afin de proposer l'outil le plus robuste et le plus pragmatique possible, on a travaillé avec trois comités. Un comité scientifique qui a été vraiment, entre guillemets, un petit peu la cheville ouvrière de cet outil, avec lequel on a travaillé très étroitement pendant presque 3 ans, sur lequel finalement le comité a apporté des recommandations, des préconisations et des validations sur les différents composants d'AgriBoussole. On a ensuite aussi travaillé avec un comité agriculteur qui regroupe un certain nombre d'agriculteurs, à la fois polyculteurs, éleveurs et aussi des exploitations plus orientées grande culture, culture d'industrie, pour aussi s'assurer du pragmatisme finalement des propositions qui sont faites. Et enfin, on a un comité utilisateur qui, lui, va se charger de regrouper autour d'une même table à la fois les scientifiques, les agriculteurs, mais aussi les entreprises et les organismes stockeurs pour finalement prendre le retour de tout le monde, identifier les axes d'amélioration et les futures constructions à réaliser. Donc ici, vous avez les différents membres, notamment qui ont composé le comité scientifique. Donc on retrouve à la fois des acteurs de terrain, des acteurs plus spécifiquement liés à la question des sols et des scientifiques un peu plus, on va dire, avec un- une expertise un peu plus transversale. Alors, on va rentrer dans le cœur finalement du réacteur, j'ai envie de dire, AgriBoussole. Donc, AgriBoussole, c'est un outil qu'on veut être en mesure de répondre aux différents besoins des acteurs de la transition. Donc, pour ce faire, on se rend bien compte que si on veut avoir une seule liste d'indicateurs qui va répondre à tous les besoins, finalement, c'est une liste qui va tout faire, mais pas très bien. Donc, on a pris le parti pris de scinder l'outil en 3 cadres. Chaque cadre va s'adresser à une catégorie d'acteurs spécifiques et donc à des objectifs spécifiques. Le premier cadre, ça va être le cadre d'impact filière. Le cadre d'impact filière se destine aux filières et aux entreprises. L'objectif de ce cadre, ça va être de fournir des informations sur l'impact environnemental de la transition. Par exemple, des tonnes équivalent CO2 pour la partie carbone, des indicateurs liés à la biodiversité. Ces indicateurs peuvent servir derrière pour de la communication, notamment autour de la transition et de l'impact de cette transition. Ensuite, on a le cadre de performance agronomique. C'est vraiment peut-être le cœur, encore une fois, le cœur du réacteur, mais c'est vraiment ce cadre-là qui va être utilisé auprès des agriculteurs et des conseillers sur le terrain et qui va
nous amener à réfléchir à l'évolution des pratiques avec les différents acteurs. Le cadre de performance agronomique, l'objectif, c'est de mettre des indicateurs sur les leviers clés qu'on a identifiés pour cette transition. C'est aussi à partir de ce cadre de performance agronomique que dans les projets, on va être en mesure de designer des incitations économiques pour encourager les agriculteurs à avancer dans ces pratiques de transition agroécologique. Et enfin, on a un cadre d'accompagnement qui là se dote d'indicateurs complémentaires qui vont apporter un autre éclairage et qui sont là particulièrement pour aider l'accompagnement de l'agriculteur avec les techniciens. On va commencer par se concentrer sur le cadre de performance agronomique. Donc, sur le cadre de performance agronomique, comme je vous le disais, on s'est concentré sur les leviers clés de la transition. Donc, on n'a pas réinventé la roue. Finalement, dans les leviers clés qu'on a identifiés pour cette transition, on va retrouver les leviers liés à la rotation, liés au travail du sol, à la couverture des sols, à l'utilisation des produits phytosanitaires, au flux de matières organiques euh, au niveau de l'exploitation, à la question de la gestion de l'azote et de l'aménagement du paysage. L'objectif à partir de ces leviers a ensuite été d'identifier des indicateurs pour chacun de ces leviers qui nous permettent d'évaluer la performance de déploiement de ces leviers sur l'exploitation. On va chercher à ce que ces indicateurs ils soient activables, c'est-à-dire que l'agriculteur ait la main pour les faire bouger sur un pas de temps raisonnable. On peut prendre l'exemple par exemple du taux de matière organique, c'est un très bon indicateur mais qui va mettre du temps à bouger. Et pour piloter une transition quelque part au jour le jour pour l'agriculteur, c'est pas nécessairement l'indicateur qui va être le plus pertinent. On a cherché aussi à avoir des indicateurs qui soient accessibles en termes de compréhension, pour ne pas avoir des usines à gaz et que l'appropriation des indicateurs se fasse relativement facilement avec les agriculteurs et leurs conseillers. Et enfin, on veut des indicateurs impactants, c'est-à-dire qu'on veut que quand l'indicateur progresse, on progresse effectivement sur les enjeux environnementaux qui nous intéressent. Dans ce cadre, on va retrouver l'ensemble de ces indicateurs. Donc, on les a scindés, pour simplifier un petit peu, en trois grands blocs, un bloc sol, climat, biodiversité. Et on va avoir notamment des indicateurs qui sont à cheval entre plusieurs blocs. C'est pas des blocs hermétiques, dirons. Donc, on va retrouver en premier indicateur un indicateur sur la question de la couverture des sols, une durée de couverture vivante des sols. Donc là, c'est le nombre de jours dans l'année, on va identifier une plante vivante qui couvre le sol. Donc ça, c'est un indicateur qu'on travaille notamment avec l'entreprise Kermap, qui est calculé par satellite, donc qui nous permet d'objectiver cette notion de couverture des sols, et encore plus important, qui nous permet de recontextualiser dans l'année, parce qu'on sait bien qu'en fonction des années culturales, les possibilités de couverture peuvent évoluer. Donc ça va nous permettre de contextualiser année après année, et aussi en fonction des territoires dans lesquels on va être. On ne va pas comparer une moyenne de couverture, par exemple, par rapport à une moyenne française, mais on va pouvoir recontextualiser par rapport au territoire de l'agriculteur. On va s'intéresser également aux restitutions de carbone humifié dans le sol par l'agriculteur. Donc là, c'est les restitutions de carbone qui vont tenir compte à la fois des résidus de culture, des résidus des couverts d'interculture et des produits organiques. On utilise le modèle AMG et l'outil Syméos Agrotransfert pour calculer ces restitutions. Sur la partie climat et plus particulièrement sur le volet azote, on va s'intéresser à deux indicateurs. Un indicateur qui fait référence à l'autonomie azotée des exploitations. Donc on regarde finalement le pourcentage d'autonomie de l'exploitation. Donc c'est-à-dire quelle part de l'azote utilisé sur mon exploitation qui provient soit de produits organiques de mon exploitation du territoire, soit de fixation symbiotique via des légumineuses versus l'ensemble de l'azote que je vais utiliser. Et on s'intéresse ensuite à la balance globale azotée, qui est finalement un bilan azoté entre les entrées d'azote sur mon exploitation versus les sorties pour identifier des potentiels excédents azotés au niveau des exploitations. Au niveau de la biodiversité, on va retrouver un indicateur sur la structuration du paysage, qui est une agrégation de deux sous-indicateurs. Un indicateur sur la taille moyenne des parcelles et des infrastructures agroécologiques. Donc là, on est vraiment sur quelle contribution finalement de mon exploitation ou morcellement de ma mosaïque paysagère. On s'intéresse à un indicateur de diversité cultivée, donc un indicateur relativement classique, où on regarde finalement la part que chaque culture occupe sur l'exploitation et la répartition de ces cultures. Et un autre indicateur très classique pour la partie biodiversité, c'est l'indice de fréquence de traitement, l'IFT, pour évaluer finalement l'utilisation des produits phytosanitaires sur les exploitations. À partir de ces différents indicateurs, on est en mesure d'avoir des retours à destination des agriculteurs, donc des retours qui sont pensés à la fois pour restituer finalement une valeur, la valeur de l'indicateur,
mais surtout pour être en mesure, avec l'agriculteur, d'avoir un regard critique sur les résultats, pour identifier finalement quelles sont mes pistes d'action, quelles sont mes pistes d'amélioration à partir de ce que j'ai comme données. Et derrière, tout l'objectif, ça va être d'être en mesure de mettre en place un plan d'action pour voir de quelle manière est-ce que je peux faire évoluer mes pratiques et progresser. On voit, nous, l'outil Agriboussole pas juste comme finalement un outil qui calcule des indicateurs et qui rend une valeur. Pour nous, c'est plus que ça. Agriboussole, c'est un outil d'évaluation multicritère quelque part qui nous permet d'avoir une vision 360 des pratiques et de la performance de ces pratiques sur l'exploitation. Mais surtout, ça va nous permettre finalement d'identifier les axes d'amélioration sur l'ensemble de ces indicateurs avec l'agriculteur. Et une fois qu'on a identifié ces axes d'amélioration, on est en mesure de définir un plan d'action. Ce plan d'action, il va être ensuite déployé sur le terrain et on va devoir le suivre pour voir si effectivement ça mène aux évolutions souhaitées. Ensuite, le cadre d'impact filière. Donc, le cadre d'impact filière qui se destine principalement aux entreprises et aux filières, on va retrouver à date 4 grands indicateurs. Sur la partie sol, climat, biodiversité, on est en cours de travail pour intégrer des indicateurs aussi sur l'enjeu de l'eau qui manque à l'heure actuelle. Sur la partie sol, on a travaillé sur un score sol vivant. Donc le score sol vivant, c'est un score qui va faire l'agrégation d'un certain nombre de paramètres. À la fois des paramètres issus de l'analyse de sol, donc des paramètres relativement classiques avec un ratio matière organique sur argile et une valeur de pH eau, et un score d'évaluation visuelle de la structure à partir d'un test Bayes, le score VESS, et un score de bioturbation issu du test Bayes d'agrotransfert. À partir de ces 4 paramètres qui sont facilement accessibles sur une exploitation agricole, on va être en mesure de calculer finalement un score, un BCDE, qui va être discriminé en premier lieu par la teneur en matière organique de mon sol, puis qui va être affiné en fonction des scores sur les autres paramètres. Ça nous permet d'avoir finalement une vision assez globale de la qualité des sols, et ce, rapidement, avec des frais qui sont relativement limités. Pour la partie climatique, on va s'intéresser donc à la partie stockage de carbone en quantité équivalente CO2 qui vont être stockées sur les sols de l'exploitation, et on va s'intéresser également aux émissions de gaz à effet de serre, émissions qu'on va être en mesure de calculer finalement sur l'ensemble de l'exploitation, mais qu'on est aussi capable de venir redécouper à la culture. Et enfin, on a un score biodiversité. Donc là, l'objectif, c'est d'avoir un score global de l'impact des pratiques de l'agriculteur sur la biodiversité. Pour ce faire, on a repris notamment le travail qui a été effectué dans le cadre du Planet Score avec le BioSyscan, où ils ont fait tout un formidable travail sur la pondération des différentes pratiques des différentes pratiques agricoles et leur impact sur la biodiversité, pour finalement travailler une sorte de note aussi comme le score sol vivant, ABCDE, qui nous permet, à partir de l'ensemble des pratiques que met en place l'agriculteur sur son exploitation, donc qui vont aussi bien de la couverture de sol que de l'utilisation des intrants azotés, des produits phyto ou de la maille paysagère, ça va nous permettre d'évaluer finalement l'impact global de l'exploitation sur la partie biodiversité. Pour nous, cet indicateur a un fort pouvoir, notamment pédagogique, pour se rendre bien compte que l'aspect biodiversité est très systémique. C'est à la fois lié à des composantes liées au sol, liées au paysage, liées aux cultures, et que c'est bien un tout qu'il faut prendre en compte. On travaille également sur des retours à destination des entreprises et des filières avec des tableaux de bord, entre guillemets, personnalisés par projet qui vont permettre aux différentes filières, aux différentes entreprises de pouvoir suivre demain l'évolution finalement de ces différents indicateurs et de finalement le déploiement de la transition sur le terrain auprès des agriculteurs. Enfin, pour conclure, Agriboussole, si on prend et qu'on dézoome un petit peu par rapport à l'ensemble de ces indicateurs, Agriboussole, ça va être un outil qui va s'inscrire à un maillon exploitation. C'est-à-dire que c'est un outil qu'on déploie au niveau de l'exploitation. Mais c'est un outil qu'on va être en mesure de relier un certain nombre d'autres outils ou d'autres méthodologies. Dans un premier temps, Agriboussole est relié à des outils de modélisation carbone. Donc en France, on est relié notamment aux outils qui utilisent le label bas carbone avec l'API CGS d'agrotransfert. Et sur nos projets européens, on va utiliser plutôt le Cool Farm Tool. Agriboussole, ça va aussi se destiner à pouvoir être en relation avec des cadres d'évaluation d'agriculture régénératrice un peu plus, on va dire, globaux,
à l'échelle de territoire ou de filière. C'est un petit peu ce que propose par exemple la SAI Platform avec leur programme Regenerative Together, où là ils proposent un cadre pour évaluer l'agriculture régénératrice auprès des agriculteurs et définir finalement des niveaux de progression d'agriculture régénératrice. À partir de nos indicateurs agriboussole, on a travaillé également sur cette question-là, où finalement on est en mesure, à partir notamment des indicateurs de performance agronomique, de venir définir des niveaux de transition et de positionner l'agriculteur dans ces niveaux de transition. Ça va aller d'un niveau de transition où finalement juste l'agriculteur va être engagé dans un programme jusqu'à un niveau expert, où on va avoir une forte performance de l'agriculteur sur un certain nombre de critères. Et ces critères et ces différents niveaux dans les projets sont reliés ensuite à des incitations économiques pour encourager l'agriculteur à la progression et justement s'inscrire dans cette démarche de transition. Et à partir d'AgriBoussole, on va aussi chercher à s'inscrire et à être, on va dire, compatible avec des cadres d'indicateurs encore plus globaux, vraiment destinés, on va dire, au reporting des entreprises. C'est notamment le cas en essayant de s'inscrire dans ce que proposent les indicateurs du WBCSD et d'OP2B, qui ont travaillé finalement à définir des métriques pour les entreprises à suivre pour faciliter le reporting extra-financier des entreprises, c'est-à-dire identifier les indicateurs clés à reporter quand on parle d'agriculture régénératrice pour être finalement aligné avec les méthodologies type SBTI, SBTN ou toutes les autres méthodologies qui peuvent exister. Donc pour nous, l'idée aussi, c'est d'essayer de simplifier finalement l'ensemble de ce chaînage de données en essayant de proposer un outil qui permette de répondre aux besoins des différents acteurs et d'être relié aussi à d'autres outils qui vont faire sens quand on parle de transition. Et donc, pour plus d'informations, je me suis rendu compte que je n'avais pas laissé les adresses mail quelque part. Donc, si on aura l'occasion de répondre aux questions par la suite, mais si certains veulent rentrer directement en contact avec nous, je vous ai remis nos adresses mail. Très bien, merci beaucoup Antoine. Merci de cette présentation exhaustive, bien complète, et qui montre bien les potentialités de l'outil et tout ce qui a voulu être incorporé dedans. Donc on va avoir maintenant le retour d'expérience sur l'utilisation de cet outil avec Damien Ferrand, directeur de la région pardon, et de la transition agricole de chez Oxiane. Damien, vous avez la parole. Merci. Bonjour à tous. C'est toi, Antoine, qui fait passer les diapos. Merci. C'est la diapo titre. Peut-être commencer par une présentation très rapide de la coopérative. Donc, la coopérative Oxiane, c'est un groupe coopératif basé sur le quart sud-est de la France, avec différentes activités, la partie végétale bien évidemment, mais on est sur de l'activité élevage, de l'énergie renouvelable, pôle alimentaire, on est production d'œufs qui nous permet d'avoir une gestion complètement intégrée amont-aval de cette partie-là, et puis une activité grand public avec des magasins de loisirs verts. Et on avait une feuille de route au niveau du conseil d'administration pour 2025, c'était d'être le fer de lance de l'agroécologie sur notre territoire. Donc ça s'est bâti petit à petit sur le développement de filières agro-environnementales, de développement de labellisation, d'accompagnement sur la certification par exemple HVE. Et puis plus récemment, on s'était plongé dans le label bas carbone et justement on s'est croisé avec Earthworm sur le référentiel sol vivant qui nous avait permis un petit peu d'avoir cette brique complémentaire sur l'agriculture régénératrice. Fort de cela, on s'est dit il nous manquait quand même une brique qui intégrait l'ensemble de ces dispositifs, qui permettait en tout cas de répondre d'une façon assez homogène sur l'ensemble de ces dispositifs que l'on avait pu en tout cas mis en place ou accompagner auprès de nos adhérents. Et donc, on a construit une démarche basée finalement sur des indicateurs, et notamment des indicateurs type agriboussole, que l'on a appelé autrement, pour justement accompagner 500 exploitations dans la transition agricole sur notre territoire, donc pour justement accompagner sur ce changement de modèle, cette troisième voie que l'on peut appeler, puisque c'était un petit peu l'objectif de cette ambition. Et puis, bon, je ne vais pas reparaphraser tout ce qui a été dit avant, mais sur comment s'adapter au changement climatique, comment intégrer des nouvelles contraintes de production, comment avoir un système de mesure d'impact pour pouvoir justement mieux communiquer sur les efforts faits par l'agriculture.
Et donc, fort de cette démarche, vas-y, tu peux peut-être passer pour rentrer un peu plus dans le fonctionnement. Donc, on s'est plutôt orienté sur des exploitations grande culture et polyculture élevage, puisqu'on est sur un territoire de production de viande et de lait. Et on a voulu en tout cas s'appuyer sur trois grands principes. Le premier, c'est effectivement toute la partie objectif technique, mais ça a été abordé par Paul Lu tout à l'heure sur l'accompagnement, la montée en compétences à la fois des agriculteurs, mais aussi de nos équipes techniques, toute la partie diagnostic, construction de plan d'action et suivi sur le temps. Donc ça reste quand même le vrai principe propre technique. On voulait s'appuyer avec des objectifs techniques. Donc là aussi, on avait sélectionné 6 grands leviers pour mesurer la performance ou l'impact de ces exploitations. On retrouve bien évidemment la régénération des sols, qui est effectivement le pilier ou un des piliers en tout cas de ces 6 leviers, en tout cas qui fait la clé de voûte d'un grand nombre d'indicateurs. Mais pas que, effectivement, la gestion de la biodiversité, la réduction de la dépendance aux intrants, qu'elle soit sur les produits phytosanitaires, mais aussi sur la partie fertilisation et azote et minéral en l'occurrence, la partie gestion de l'eau, à la fois quantitative et qualitative, puisque là aussi, on a sur notre territoire des vrais enjeux sur cette partie-là. La résilience économique, là aussi, c'est toute la partie diversification et résilience, enfin, et en tout cas le gain économique que la transition doit accompagner également. Et puis un point propre à notre territoire qui est donc la partie autonomie alimentaire de l'exploitation sur la partie autonomie fourragère et protéique que l'on peut avoir soit à travers des prairies temporaires de la luzerne, mais aussi des cultures principales. Et notamment aujourd'hui, on développe beaucoup la production de soja sur le territoire puisqu'on vient d'acquérir en tout cas ou de construire une usine de trituration sur le territoire. Et puis, bien évidemment, on a parlé technique, on a parlé scientifique. Il faut effectivement aussi un objectif économique. Comment faire reconnaître ces efforts, cette transition, pour justement l'accompagner, puisque là aussi, c'est un levier nécessaire. Je crois qu'il y a une étude récemment qui est parue qui indique que 87% des agriculteurs veulent rentrer dans une transition, mais avec un financement qui est indispensable. Donc, on sent bien que ça reste de toute façon le nerf de la guerre de la transition. Donc pour cela, on a effectivement construit avec Earthworm, qui nous a accompagnés sur le design, et on s'est inspiré effectivement d'AgriBoussole pour avoir 11 indicateurs de performance. Alors on va retrouver globalement tous les indicateurs d'AgriBoussole. On en a quelques-uns, notamment sur la partie élevage, qui ont été rajoutés, et 4 indicateurs d'impact. Là aussi, c'est exactement les mêmes qui vous ont été présentés par Antoine. Mais de ces 11 indicateurs de performance, on en a déduit, ça aussi Antoine l'a évoqué, 3 niveaux de performance qui vont effectivement atteindre 3 niveaux de rémunération différenciés selon l'évolution et la performance de l'exploitation au regard du résultat de ces 11 indicateurs. Vas-y Antoine. Alors, non, reviens juste. Peut-être que le principe, donc on est de toute façon calé sur un diagnostic de 5 ans avec un diagnostic initial et une évolution de performance que l'on mesure annuellement et on vient vérifier. Alors on a appelé ça, nous, le parcours agriculteur plutôt que le plan d'action, puisque ça reste un parcours individualisé qui reste au choix de l'agriculteur de savoir quel levier il souhaite mettre en place sur son exploitation. Et on va suivre dans le temps sur les 5 ans. Alors avec quand même un préalable, c'est qu'on souhaite avoir une évolution continue et pour éviter de rester dans de la stagnation ou dans de la régression, notamment dans cette transition. Vas-y Antoine. Donc, on a effectivement utilisé les indicateurs AgriBoussole et le travail que l'on a fait avec Earthworm, à la fois pour au moins deux points importants, en tout cas, qui me paraissaient importants à vous soumettre. Le premier, c'est la caution scientifique de ces indicateurs, puisque AgriBoussole et Earthworm ont travaillé ces éléments-là. Et aujourd'hui, ça nous permet en tout cas d'avoir une vraie fiabilité de nos indicateurs, à la fois par les méthodes de calcul, les méthodes de mesure, que ce soit les satellites par exemple, pour reparler de la durée de couverture des sols, les méthodes de calcul éprouvées, des seuils aussi qui sont réadaptés ou recalés en fonction du territoire. Donc ça aussi, c'est un point important, puisque notamment auprès des financeurs que l'on est allé chercher, c'est quand même une vraie garantie. La pertinence aussi, on voulait vraiment aussi travailler sur la diversité de la performance des exploitations. Oui, on avait travaillé à travers Sol Vivant sur la partie régénération du sol,
mais on voulait vraiment aussi avoir des actions sur la réduction de l'IFT, sur la réduction de l'impact de l'azote minéral. Donc, on a essayé d'avoir aussi cette diversité et Agriboussole répondait quand même plutôt bien à cet enjeu-là. Et puis, d'avoir quand même un moyen de suivre l'évolution de l'exploitation. Là aussi, Antoine l'a dit, hein, ce sont des leviers complètement activables par l'agriculteur avec peu ou pas d'influence externe, que ce soit le climat, que ce soit des problèmes de rendement. Alors, c'est effectivement sur quelques indicateurs, il peut y avoir cette influence, mais en tout cas, dans le choix délibéré de la mise en œuvre de l'action, c'est vraiment l'agriculteur qui garde la main. Et puis, le point aussi important, hein, c'est d'avoir quand même un cadre technique irréprochable pour rémunérer les exploitations vis-à-vis de leur performance. Donc, il nous fallait vraiment des indicateurs qui apportent cette fiabilité, cette pertinence et de ce suivi d'évolution pour accompagner une rémunération différenciée et au regard en tout cas de la performance de ces mêmes exploitations. D'ailleurs, pour les exploitants, hein, c'est vraiment. Attends, reste. Hop, c'est trop vite. Pour l'exploitation, c'est quand même un point important, faire l'état des lieux de sa performance. C'est important, là aussi, dans ce dispositif-là, que ce soit dans l'Agriboussole ou dans notre démarche, c'est de reconnaître en tout cas les efforts passés. Et ça, c'est un vrai gage de ces indicateurs, de construire effectivement un plan d'action efficace et puis de suivre cette performance dans la durée dont je l'ai déjà dit. Alors, juste, donc, une démarche qui est jeune, hein, puisque ça fait donc à peu près un an qu'on est dans cette construction avec Earthworm. On a en tout cas, nous, construit une première pilote de 10 exploitations pour vérifier les seuils, le temps d'accompagnement, en tout cas vérifier que l'on était en phase avec les chiffres que l'on avait un peu intégrés dans notre BP. On a parallèlement à ça, commencer aussi à faire un parcours de formation de toutes nos équipes techniques qui vont accompagner les agriculteurs demain sur les indicateurs, qui se les approprient dès aujourd'hui pour être en capacité de mieux en parler et de même commencer à se projeter sur les leviers mobilisables sur les exploitations. On a lancé réellement la démarche le 22 octobre, pardon, et donc on a constitué une première cohorte là qu'on est en train de terminer, donc on n'a pas forcément encore les résultats à vous montrer, mais d'une trentaine d'exploitations sur la récolte 24 sur la base de ces 15 indicateurs. Et puis, donc, on est pour l'instant donc, sur ce qu'on appelle le passage à l'échelle aujourd'hui, puisqu'on est dans le recrutement, on recherche entre 100 et 150 exploitations pour la campagne récolte 25, justement pour vraiment passer sur cette dimension de déploiement de cette démarche et d'engager un certain nombre d'avoir un réel impact par le nombre et d'engager en tout cas cette démarche auprès de beaucoup plus d'agriculteurs que l'on a aujourd'hui. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Damien. Effectivement, on a déjà des questions dans le Q&R. On en a 8. Et je vais les prendre dans l'ordre des interventions, si ça ne vous dérange pas. Donc, je vais lire les questions. C'est la meilleure façon de poser votre question parce que si on demande à lever la main, ça va faire donner droit à des commentaires et on est limité en temps. Donc, merci de respecter cette procédure. On a une question de Patrice qui s'adresse à Claire, à Madame Chenu. Vous avez montré un graphe chinois de variabilité du rendement selon les teneurs en carbone. A-t-on des éléments scientifiques comparables dans nos conditions françaises? Et dans le graphe d'apport organique, quels critères sont retenus pour juger de la fertilité d'un sol? Alors, pour la première question, a-t-on des données équivalentes? Pas une aussi belle base de données, j'ai envie de dire. Nous sommes en train d'en constituer une, c'est en cours de publication, avec, à partir de différents essais européens. Donc, à l'échelle européenne, oui, on en aura. Mais je vous assure, ce sont des conditions pédoclimatiques vraiment assez comparables aux nôtres. Donc, voilà. Et sinon, pour ce qui est de la fertilité, ce qui était dedans, c'était essentiellement le critère fertilité dans cette étude, Fiona O'Brien et al. C'était essentiellement la disponibilité des nutriments. Donc, il y avait du potassium échange, un certain nombre de garnitures de la capacité d'échange cationique, forme de l'azote. Voilà. Donc, essentiellement fertilité chimique dans ce cas. Très bien, merci Claire. Une question qui s'adresse à Antoine de la part de Justine. Dans Agriboussole, comment prenez-vous en compte l'enjeu de l'eau pour les agriculteurs? Bonne question.
Alors, on est en train de travailler sur l'intégration des enjeux liés notamment à la question quantitative avec la question de l'irrigation. On a eu un stage de fin d'études l'année dernière et on poursuit le travail pour essayer d'identifier les indicateurs, enfin en tout cas un indicateur qui nous semblerait le plus pertinent pour adresser cet enjeu. On adresse en filigrane un petit peu ces questions de qualité d'eau en traitant de la question de la BGA, des produits phytosanitaires, de la couverture des sols, mais on n'a pas un indicateur à proprement parler. Mais voilà, on souhaite se doter et muscler un peu le jeu sur Agriboussole, sur la question de l'eau sur 2025 et intégrer également dans la partie indicateurs d'impact des indicateurs spécifiques sur la question de la gestion de l'eau. Peut-être pour compléter, Antoine, si tu me le permets, mais donc effectivement, nous avons nous aussi un indicateur eau et effectivement, comment on travaille avec Earthworm. On s'est donné 3 ans de mesure de données d'exploitation pour aussi évaluer les seuils qui nous paraissaient intéressants et quels indicateurs on pouvait conserver pour vraiment évaluer cette performance sur cette partie quanti-eau. Très bien. Ben, Damien, puisque vous avez la parole, on nous pose la question, Émilie nous pose la question de savoir quels sont les intérêts pour les agriculteurs d'entrer dans des démarches du type agriboussole et au-delà d'entrer ou d'asseoir une démarche agroécologique. Il y a visiblement beaucoup de données à renseigner, beaucoup d'informations à fournir. Finalement, quel est le, le retour que les agriculteurs peuvent avoir? Alors, je vais peut-être commencer par la donnée agriculteur. Effectivement, le vrai enjeu, en tout cas, de ces dispositifs-là, c'est la data agriculteur et d'essayer d'avoir une méthodologie de collecte la plus fiable et la plus juste possible. En tout cas, ça, c'est un préalable. Nous, aujourd'hui, on va vraiment s'appuyer sur la digitalisation de cette donnée pour à la fois l'acquérir et la stocker. Donc, on va utiliser des systèmes de trackers, d'outils pour garantir en tout cas cette fiabilité, puisque c'est vraiment cette valeur-là que l'on injecte dans les calculs d'indicateurs. Après, qu'est-ce que l'agriculteur a à gagner? Effectivement, c'est surtout alors à court terme, il y a effectivement de la rémunération de sa transition puisque la prise de risque, les surcoûts engendrés par la transition, le temps supplémentaire, tout cela, on l'a nous chiffré, on l'a évalué économiquement, et on considère que bah, si on veut accompagner et vraiment aller dans ce passage à l'échelle, il fallait qu'à minima financièrement, on puisse avoir cet équilibre-là. Et à plus long terme, bah, ça limite, c'est l'enjeu sol, l'investissement sol sur le long terme, c'est d'avoir justement beaucoup plus de résilience vis-à-vis demain des aléas climatiques et de retrouver en tout cas, ou d'avoir en tout cas une durabilité sur l'outil de production par rapport aux engagements que l'on peut avoir nous avec des industries agroalimentaires. Donc c'est vraiment toute cette chaîne-là qui me paraît importante à construire dès maintenant, puisqu'une transition c'est long, hein. On n'est pas sur des scénarios de rupture, on est bien sur de la transition et on estime qu'il faut bien 5 ans pour cet accompagnement. Donc on a en tout cas, voilà, en tout cas l'objectif, c'est de se retrouver d'ici 5 ans avec des exploitations qui sont en meilleure santé, à la fois en termes de l'outil de production, mais aussi financière. Très bien, merci beaucoup. Antoine, Benjamin pose une question sur le périmètre géographique de l'outil Agriboussole et sa validité. Est-ce que, notamment pour des petites agricultures tropicales, type petite exploitation en production de café, est-ce que c'est un outil qui peut fonctionner ou est-ce que c'est pas un peu trop complexe? C'est une bonne question. C'est vrai que je n'ai pas précisé. On est sur le périmètre de développement de l'outil a été principalement la France. On essaye de l'étendre à des pays européens voisins. On travaille à son adaptation en Espagne, au Portugal, en Suisse. Mais pour le moment, tel que l'outil est construit, pour moi, il n'est pas transposable tel quel dans des systèmes tropicaux de petite agriculture comme du café, cacao ou autre. Tant qu'on en est à répondre à ces questions un peu pratiques, une question qui revient, qui est combien ça coûte? C'est une bonne question, combien ça coûte. Euh, alors, à date, ça va. Alors, bon, pour les modalités, on va dire déjà d'utilisation de l'outil, je pense que si certains d'entre vous sont intéressés, bah, vous pouvez nous contacter directement et puis on peut en discuter. Ensuite, sur le coût de l'outil, bah,
le coût est réparti entre différents postes et il y a pas une réponse unique parce qu'il y a un coût de collecte de la donnée sur le terrain, il y a un coût de traitement de la donnée et d'utilisation d'un certain nombre d'outils quand on fait appel à de la télédétection ou à des modèles de bilan humique, de calcul carbone, ça a un coût. Donc c'est un petit peu tout ça qu'il faut prendre en compte. Donc il n'y a pas une seule et même réponse sur cette question-là. Mais si certains d'entre vous sont intéressés pour avoir plus de détails sur justement cette question de l'utilisation et des modalités d'utilisation de l'outil, bah, je vous invite à prendre contact avec nous et puis on se fera un plaisir de pouvoir rentrer plus dans le détail avec vous sur la manière d'opérer. Très bien. Une question pour Damien. Vous parlez de progression des performances des exploitations sur 5 ans. Comment est intégré l'impact du contexte annuel sur ces performances? Donc, le contexte finalement contexte annuel peut gommer les progressions attendues. Comment est-ce que vous voyez ça sur ce lissage sur les 5 ans? Alors, juste, les indicateurs de limite d'emploi qui peuvent être complétés, on a, enfin, dans la sélection de ces indicateurs-là, c'est justement d'être sur des leviers activables par l'agriculteur. Et justement être peu ou le moins possible impacté par le contexte climatique de l'exploitation. Donc, ah oui, on peut dire que la BGA, la balance globale adoptée, elle va avoir cette fonction, elle va être fonction comme du climat et du rendement de l'exploitation. C'est peut-être un des seuls qui peut avoir ce niveau d'impact. Après, nous, ce qu'on travaille effectivement sur la lecture des indicateurs, c'est de les lisser sur 3 à 5 ans pour aussi éventuellement avoir un effet de lissage de la performance sur le temps. Puisque ça peut être, on va dire, sur certains indicateurs, ce risque-là reste malgré tout existant. Très bien. Une autre question pour Antoine. Antoine, il y a des questions qui portent sur la comparaison finalement entre Agriboussole et d'autres outils existants. Notamment, on fait référence à l'outil de l'indice de régénération de PADV, mais aussi des outils existants chez les agriculteurs comme Farm Management System ou des outils de reporting comme Foodpilot. Comment est-ce que vous placez Agriboussole par rapport à ces outils-là? Alors, c'est une bonne question. Alors, Farm Management System, je ne vais pas nécessairement connaître. L'indice de régénération, je connais un peu mieux et Foodpilot, je connais un peu mieux aussi parce on est amené à travailler avec Foodpilot justement. Si je prends le cas de Foodpilot, eh ben, on n'est pas, on va dire, on n'est pas dans des oppositions d'outils. L'un est amené à servir l'autre, et notamment dans le cadre de Foodpilot, où ils ont beaucoup d'indicateurs, notamment très axés au niveau impact des produits, donc tout ce qui est les méthodes PEF, que nous, on n'est pas du tout amené à calculer sur des méthodes ACV, etc. Donc là, il y a des vraies complémentarités. Si je prends, par exemple, avec l'indice de régénération de PADV, on peut être sur des outils au niveau de l'exploitation qui peuvent embrasser un petit peu les mêmes périmètres et sur lesquels on est amené à travailler sur des compatibilités, notamment sur des compatibilités liées à la question de la donnée agricole. Et en fait, c'est vraiment finalement pour moi la question un petit peu de fond sur sur ces sujets-là, pardon. C'est comment est-ce qu'on arrive à ne pas embêter l'agriculteur deux, trois fois, mais à trouver justement ce moyen d'avoir une seule et unique collecte de données qui serve derrière l'ensemble des acteurs et des besoins sans que l'agriculteur soit dérangé, entre guillemets, à de multiples reprises pour donner bien souvent le même type d'information. Tout à fait. Une question pour Damien. Je suis désolé, Claire, j'ai pas beaucoup de questions pour toi. Euh, Damien, chez Oxiane, quels sont les défis que vous rencontrez avec la massification des pratiques d'amélioration des sols et finalement, comment prévoyez-vous d'adapter votre approche en comparaison des 30 premiers agriculteurs de la première cohorte? En gros, comment tout ça a un effet de masse et pas trop différenciant entre les agriculteurs? Aujourd'hui, on n'a pas vocation à emmener tous les agriculteurs dans cette démarche. On a encore, on voit en tout cas, nous, au travers des présentations que l'on peut faire de notre démarche autrement, qu'il y a encore du clivage entre des exploitations qui souhaitent s'engager, d'autres qui ne le souhaitent pas. Donc, bon, la massification, en tout cas, on va la contenir, en tout cas. Euh, et, mais je ne sais pas trop comment répondre à cette question, parce que globalement, euh, aujourd'hui, on souhaite vraiment accompagner les exploitations qui ont envie d'emmener ou d'engager
leur exploitation dans cette transition, dans ces changements de pratiques, et qu'en plus, on va le faire de façon, selon des contextes, on est quand même sur des contextes pédoclimatiques très divers, en tout cas chez nous, et donc selon les types de sols, selon les leviers que l'on peut engager sur l'exploitation. Donc on n'a pas forcément un modèle type, en fait c'est comme ça que je comprends la question, on n'a pas un modèle type que l'on va reproduire. Donc c'est vraiment en fonction de l'engagement de l'exploitation, du niveau d'engagement et jusqu'où il sera capable d'aller dans cette transition. Donc voilà, je ne sais pas si ça D'accord. répond bien à la question, mais C'est un élément de réponse, comme disait l'autre. Il y en a qui viennent avec leurs questions et vous venez avec vos réponses. Il n'y a pas de souci. Claire, juste, je vais essayer de faire la jonction entre deux questions qui sont posées. Euh, tu as participé à des projets européens en particulier et tu as travaillé beaucoup avec des décideurs. Comment on voit aujourd'hui, de ton point de vue, l'incitation économique qui va permettre d'amener cette transition? Est-ce qu'il y a des programmes européens qui sont en train d'être mis en place qui permettraient justement d'arriver à favoriser cette transition agroécologique et en faveur des sols? Difficile question. Difficile question. Ce que je peux répondre, c'est que donc au niveau européen, un des instruments qui est en train d'être mis en place, c'est une réglementation sur le carbone farming. Et l'idée est d'encourager, finalement, de favoriser le stockage de carbone dans les sols en promouvant ce secteur et de donner un peu des règles dans le secteur de façon à ce que voilà, ce ne soit pas le Far West complet. Et une partie des discussions porte sur le fait qu'il faut considérer les autres effets c'est-à-dire les co-bénéfices, les effets négatifs. Donc, on pourrait se dire peut-être une rémunération plus large pour les agriculteurs que simplement le carbone. Et puis sinon, bah, pour moi, mais très naïvement, et je n'y connais rien, hein, la politique agricole commune est potentiellement un sacré levier. Oui. Si elle est bien orientée, on est tous d'accord là-dessus. Voilà, Il y a pas de sujet. voilà. Euh, une question intéressante, et là je m'adresse à tous les trois, vous me dites celui qui veut répondre. Donc on parle d'agriboussole, c'est un outil qui permet d'évaluer les pratiques qui permettent au mieux de régénérer les sols. Par exemple, est-il possible de comparer quelqu'un qui est en agriculture biologique avec des pratiques agroécologiques et avec un agriculteur qui est plutôt en conventionnel et intensif? Est-ce que cet outil va permettre de comparer ces deux situations-là? Qui c'est qui répond? Antoine, Bonne tu vas question. répondre là. Je vais répondre, je prends la balle. Pour moi, on est sur des indicateurs en fait qui sont pas forcément liés à un système de production défini. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur des indicateurs qui sont plutôt bio que plutôt conventionnels. La question de la régénération des sols, ça s'adresse aussi bien à un agriculteur qui va être conventionnel en ACS, en agriculture biologique. La question de la balance globale azotée, idem. C'est juste que chaque système finalement va avoir ses forces et ses faiblesses et c'est l'intérêt de regarder ça d'un point de vue multicritère. Si je prends par exemple une exploitation en agriculture biologique, elle risque d'avoir une composante sur la partie notamment produits phytosanitaires, biodiversité, beaucoup mieux qu'une exploitation conventionnelle, mais peut-être que sur la partie couverture des sols, restitution de matière organique, si c'est pas lié à de l'élevage, ce sera peut-être un peu plus compliqué. Donc voilà, s'il n'y a pas forcément, pour moi, ça se destine pas à un type d'agriculture, ça se destine à des agricultures et ça nous permet d'évaluer des agricultures. Alors on met le terme agriculture régénératrice, mais en vrai, ce qui nous intéresse, c'est la transition agricole au sens large et pas que centrée sur une typologie quelque part d'exploitation. Nous, là-dessus, en tout cas chez Orsom, on n'a pas de dogme sur une agriculture en particulier. Ce qu'on croit, c'est qu'il faut emmener les agriculteurs dans ces démarches de transition, qu'ils soient bio, conventionnels ou agriculture de conservation ou autre. Ok. Et de façon plus générale, ça peut-être ça s'adresse plutôt à Damien. Quelle est finalement dans cette approche et finalement la façon dont toutes ces données vont pouvoir être utilisées, notamment par les entreprises de l'aval? Est-ce que il n'y a pas euh, une utilisation possible par les entreprises de toutes ces données? Et est-ce que c'est vraiment une opportunité ou un risque par rapport au développement de l'agriculture dite régénératrice ou de l'agroécologie? c'est réellement aujourd'hui, c'est bien ce qui attire les financeurs pour intégrer ça
dans leurs engagements SBTI, par exemple, si on parle du carbone. Donc, non, au contraire, on est vraiment sur une vraie opportunité et c'est un vrai levier pour faire reconnaître cette agriculture régénératrice et déjà pour l'aider à se mettre en œuvre et peut-être la faire pérenniser dans le temps. Donc, on est bien pour nous, en tout cas, sur cette construction d'une nouvelle voie de l'agriculture qu'il faudra de toute façon, à terme, toujours garder une différence économique, comme on peut l'avoir aujourd'hui dans le bio, et cette reconnaissance-là de l'agriculture régénératrice. Je ne sais plus qui parlait, c'est peut-être vous, Paul, d'une labellisation, en tout cas d'une reconnaissance. Je ne sais pas s'il faut aller sur une labellisation, mais en tout cas une réelle reconnaissance, puisque derrière, on a des indicateurs de performance qui vont intéresser, qui peuvent s'intégrer dans les indicateurs RSE d'entreprises diverses et variées. Très bien, ben, je crois qu'il va falloir qu'on ferme la porte derrière nous et terminer ce webinaire. Antoine, tu peux passer les dernières slides qu'on avait prévues. Donc, pour répondre aussi à une des questions qui a été Oui, posée sur l'initiative. sur l'initiative, voilà, et sur où on en est au niveau de l'initiative 4 pour 1000. Bon, déjà, on peut vous donner quelques éléments d'étape. On a produit l'année dernière, avec l'aide de Deloitte, une étude sur les systèmes de MRV, sur les outils MRV en général. Bon, il y a des outils publics, il y a des outils qui s'adressent aux États, il y a des outils qui s'adressent aux entreprises, d'autres qui s'adressent plutôt aux ONG, aux agriculteurs. C'est un peu l'idée qu'on voulait, en introduction, mettre en avant et donc en vous présentant cet outil Agriboussole aujourd'hui. Donc, si vous voulez en savoir plus, eh bien, on vous engage à aller faire un tour sur notre site internet 4pour1000.org et aussi sur notre chaîne YouTube où, avec notre comité scientifique et technique auquel contribue Claire, on a aussi organisé des webinaires sur des questions plus scientifiques auxquelles donc des chercheurs reconnus apportent des éléments de réponse. Donc voilà, beaucoup d'informations disponibles sur notre site. Autre information, diapo suivante, c'est le fait que j'ai eu des réactions et j'ai répondu en direct au schéma que j'ai présenté sur l'évolution de l'agroécologie, etc. Si ça n'a que ça intéresse, eh bien, le 4 pour 1000 a aussi produit un livre qui s'appelle « Les agriculteurs ont la terre entre leurs mains », que je vous engage à offrir pour Noël parce que c'est un très beau cadeau. C'est surtout un cadeau utile. 120 pages, c'est assez facile à lire. De ceux qui l'ont lu, c'est assez simple à comprendre. Et c'est un outil qui va directement au bénéfice de l'initiative 4 pour 1000, puisque j'ai cédé tous mes droits d'auteur sur ce livre pour permettre à l'initiative de continuer à fonctionner. Il existe en français, en anglais, en espagnol, et vous y retrouverez le schéma que j'ai présenté avec une description des différents types d'agriculture et un peu les solutions auxquelles ils peuvent mener, les avantages, les inconvénients, des descriptions. Il n'y a pas de parti pris dedans, c'est juste être factuel et expliquer qu'il y a différents types d'agriculture qui existent et que, voilà, pour nous, c'est aux agriculteurs eux-mêmes à choisir où est-ce qu'ils veulent s'arrêter dans ce schéma, ce qu'ils veulent produire dans les conditions qui sont les leurs, au niveau agro-pédoclimatique et au niveau socio-économique. Et puis enfin, la dernière, c'est tout simplement pour vous remercier tous globalement de l'attention que vous avez prêtée à notre webinaire d'aujourd'hui. Remercier bien sûr les trois intervenants qui m'ont accompagné dans cette aventure, et notamment Antoine, qui a été aussi avec Earthworm France à l'initiative de ce webinaire. Merci beaucoup Claire pour tes lumières scientifiques toujours intéressantes et qui apportent un éclairage particulier et extrêmement important dans ces temps. Et puis merci beaucoup Damien pour l'éclairage de terrain à proprement parler, d'utilisateurs, et qui va permettre de continuer à faire vivre cet outil. Voilà, ce webinaire a été enregistré, il sera disponible à travers Earthworm, mais aussi à travers l'initiative 4 pour 1000. Merci à tous de votre participation, excellente journée, et puis comme c'est la saison, bonne fête de fin d'année, et puis à l'année prochaine. Merci. Merci Paul, merci à tous. Merci, au revoir.